Omi, en quelques mots, c'est la première marque alimentaire en agriculture régénérative qui fait donc de l'alimentation une solution face aux enjeux climatiques et sociaux. En tant que marque alimentaire, on adresse l'amont agricole, donc on s'intéresse à la façon dont on produit et on accompagne la transition agricole. Et on s'intéresse à l'aval, c'est-à-dire qu'on accompagne les consommateurs pour manger différemment, manger mieux. Et on le fait avec un service qui doit rendre facile en fait, le mieux consommé. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Conjuguons e-commerce avec durabilité, RSE, environnement, impact et protection de la planète. Oui, c'est un défi énorme et je vous propose d'entrer dans le dur avec un exemple très concret. Nous allons parler d'alimentation, d'agriculture régénérative, d'impact carbone ou encore de réduction des emballages et bien sûr de vente en ligne. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Joséphine Bournonville, cofondatrice, CEO et Chief Impact Officer d'Omi et compagnie, Omi, O-M-I-E. Vous connaissez déjà. En effet, en juillet 2021, dans l'épisode 118, j'ai reçu un autre cofondateur de l'entreprise, Christian Georges. Nous étions pas très loin après le lancement et mon invité était venu présenter cette DNVB. 2 ans après et 15 millions d'euros supplémentaires levés, je vous propose de faire un point de passage. Mais petit rappel tout de même, certifié Bicorp, Omi est une entreprise à impact. C'est la première marque d'épicerie en agriculture régénérative. Elle propose une gamme de produits alimentaires 100% transparents dans leur prix et leur fabrication. Et elle rémunère dignement les producteurs et ceux qui les transforment. Son ambition, remettre à plat la répartition de valeur et favoriser l'émergence massive d'une agriculture durable. Comme d'habitude, dans un premier temps, nous allons nous intéresser au marché, celui de l'alimentation. Les habitudes des consommateurs changent, mais en cette période d'inflation, la question de la sensibilité au prix se pose et derrière elle, celle de l'arbitrage dans l'achat des produits alimentaires. Nous poursuivrons sur l'histoire d'Omi et le chemin parcouru depuis son lancement, début 2021. L'idée de comprendre comment cette entreprise à impact porte ses convictions pour adresser son marché. Nous conclurons par la nécessaire question de la relation client, data, CRM, réseaux sociaux, fidélisation, acquisition. Comment cette nouvelle marque d'épicerie entretient-elle le lien avec ses consommateurs? Mais avant de commencer, Joséphine, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Donc je suis Joséphine, j'ai 35 ans. Avant Omi, donc j'ai cofondé, comme tu l'as mentionné, j'ai une carrière d'à peu près 10 ans dans l'investissement et dans l'impact. J'ai commencé comme investisseur dans les secteurs de l'environnement. T'as un profil ingénieur, marketing, commercial, c'est quoi tes types d'études que tu as fait? Assez généraliste, donc je fais Sciences Po, donc cursus assez généraliste avec une spécialisation sur l'Asie mes 2 premières années. J'ai passé 1 an en Inde ensuite dans le cadre de mes études. Et puis j'ai fait un master finance et stratégie à Sciences Po. Ok. Voilà. Et donc après, directement, je suis allée en fonds d'investissement. Travaillant sur donc l'Asie, Inde et Chine en tant qu'investisseur. Donc on a investi dans les startups et entreprises typées énergie renouvelable, recyclage, efficience énergétique. J'ai fait ça 5 ans. Après, j'ai rejoint... On est en quelle année quand tu pars en Asie? Alors, quand j'étais en Asie en tant qu'étudiante, c'était 2007-2008.
Et dans le fond c'était 4 ans plus tard, quoi. Donc, 2012. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Et donc ça, c'était ultra intéressant. J'ai beaucoup appris, un métier assez multi-casquette. Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu as retenu en fait de ce que cette expérience t'a apporté? Alors j'étais chargée d'affaires, donc rencontrer plein d'entrepreneurs, screener un peu tous les segments un peu qui étaient assez nouveaux parce que c'était un des premiers fonds vraiment typé full clean tech, ce qu'on appelle clean tech. Donc avec cette idée de faire du cross-border, donc trouver des technologies typées environnementales pour aller les amener en Asie ou directement investir dans des sociétés en Asie qui étaient sur ce segment-là. Parce clean que tech, c'est quoi? Clean technology, donc efficience énergétique, recyclage, énergie renouvelable. Okay. Vraiment, voilà. Et il y avait déjà une première vague de clean tech, c'était un peu la deuxième, mais c'était quand même le temps où on s'intéressait à ce secteur-là en se disant c'est quand même un truc intéressant, quoi. Voilà, donc ça c'était cette première expérience. Et après j'ai rejoint le groupe Roulier, qui est un groupe agroalimentaire, donc familial. Bretagne. En Bretagne, voilà. Saint-Malo. Saint-Malo, exactement. Ouais. Présent dans près 50 pays, et donc leader en Europe sur les segments engrais et un peu d'agroalimentaire. Et moi, là, j'étais responsable croissance externe, donc tout ce qui était partenariat, acquisition d'entreprises. Donc, je travaillais avec les directeurs pays pour les aider à accélérer sur leur marché, soit en rachetant des entreprises, soit en faisant des partenariats. Donc toujours plutôt dans la dimension financière, M&A. Ouais. Oui, strat M&A, voilà, donc étudier un marché, typiquement les États-Unis, on était déjà présent en tant qu'entreprise, mais on voulait accélérer, regarder avec qui on pourrait faire quelque chose, qui est-ce qu'on pourrait racheter, et puis faire les deals, tout simplement racheter des entreprises, quoi. Tu es resté de quelle année à quelle année chez Roulier? Alors, il faudrait que je recalcule. Moi, j'ai fait 2 ans et demi, après avoir fait 5 ans dans le fond, donc je sais plus c'était quoi en année. Mais, T'es vers 2018, ouais, c'est ça, 2018-2019. Ouais. Tu retiens quoi de ces expériences? Qu'est-ce que tu as appris qui va aujourd'hui te servir encore Alors Roulier est très intéressant parce que c'est un modèle donc, de vente en direct d'engrais avec des équipes commerciales sur le terrain qui vont en gros rencontrer tous les jours des agriculteurs. Donc déjà une connaissance du marché de l'agriculture, comment on produit aux États-Unis, donc aux États-Unis, en Afrique du Sud aussi où je suis pas mal allée, et en Europe. C'est quoi les différences entre ces segments-là? Comment est organisée la chaîne de valeur en fait de l'agriculture? Comment on vend à un agriculteur des produits? Donc à travers des coopératives ou en direct, le côté un peu, il faut avoir des agents technico-commerciaux sur le terrain, comment on présente ces choses-là. Donc cette connaissance-là un petit peu terrain, des différents types d'agriculture et de ce qui commençait à se passer aussi en termes d'évolution sur les pratiques agricoles et de questionnement. En plus, quand tu es une entreprise qui vend des engrais, donc qui n'est pas forcément typée écolo de base, mais qui commence à avoir des réflexions parce que poussée quand même par des pressions. C'est donc très chimique, les engrais. Là, c'est un chimiste alors, Roulier? Oui, alors c'est différent, c'est pas comme les pesticides. Engrais, c'est par exemple donc NPK, le nitrogène par exemple, c'est des composants qu'il y a naturellement dans les sols, mais en fait le modèle d'agriculture justement qu'on essaie de transformer chez OMI, modèle intensif, il est dépendant des engrais parce que en fait comme on veut produire plus, il faut alimenter plus la terre, plus que ce qu'elle a naturellement dans ses sols. Donc on va chercher ailleurs, donc de la potasse, on va aller l'extraire dans un sol riche en potasse et on va l'amener dans le champ pour que ça pousse plus vite et pour qu'on puisse avoir de la rotation plus rapide de production. Il y a des méthodologies de travail que tu as appris ou c'est uniquement un secteur que tu as découvert? Alors c'est une entreprise assez un peu entrepreneuriale en fait dans l'état d'esprit, familial, donc avec une gestion aussi un peu de dire vas-y quoi, tu prends ce segment-là, on veut se développer aux États-Unis, proposons une stratégie et puis fais. Donc c'était en fait assez hands-on finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que c'est quand même un groupe qui fait 3 millions de chiffre d'affaires, mais qui avait un état d'esprit assez entrepreneurial. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai appris pas mal de choses, à travailler un peu différemment avec différents types aussi de personnalité, parce que quand on rachète une entreprise, ça allait de la petite entreprise familiale avec les 2 frères qui ont créé leur petite boîte dans le fin fond du Michigan à l'entreprise qui est déjà une grosse coopérative à qui on a évidemment pas le même genre de discussion. Donc c'est aussi cette capacité-là d'adaptation et puis travailler aux États-Unis, puis en Afrique du Sud, puis en Angleterre. Donc ça c'était ce côté un peu multicasquette quoi, qui est assez intéressant. Tu sors de cette aventure-là. Pourquoi? Comment? C'est quoi la suite? Alors donc c'était plutôt raison perso parce que je voulais rentrer justement sur Paris. T'étais vraiment à Saint-Malo? Ouais, j'étais basée à Saint-Malo et en fait je voyageais énormément. Donc c'était quand même
la moitié de mon temps, voire un peu plus, j'étais en déplacement, donc c'était quand même aussi assez fatigant. Et puis j'avais envie de revenir sur Paris, voilà, pour raison perso. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais déjà en train de me questionner aussi sur le côté qu'est-ce que je vais vraiment faire, avec une idée de chercher un peu un vrai projet coup de cœur. Mais le temps de trouver, je suis quand même allée repasser donc une autre entreprise qui s'appelle Imeris, où là j'ai fait du M&A pur, qui n'était pas du tout mon projet coup de cœur, mais qui était un peu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire. Ouais, c'était l'opportunité pour toi de revenir à Paris déjà. En fait, voilà, et donc j'ai été chassée par cette entreprise-là. Donc à ce moment-là, j'étais en mode ça va être le bon moment peut-être pour bouger. Je me suis dit je vais prendre ce truc-là, je reviens à Paris et puis je réfléchis à ce que je veux vraiment faire. Et donc là, Imeris c'était pur M&A, donc assez finance, une entreprise cotée en bourse, donc avec pour le coup des mécaniques très court terme. Donc en termes de philosophie, j'étais quand même assez loin de ce que je voulais. Mais par contre, c'est le moment où moi j'ai commencé à me questionner beaucoup justement sur les modèles de consommation, les modèles aussi économiques. Donc je me suis un peu replongée dans des nouvelles lectures, à élargir mes horizons, on va dire, et découvrir des nouveaux modèles. Typé la théorie du donut, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui est une économiste anglaise qui repense un peu les modèles économiques que moi j'ai appris aussi à l'école, justement avec un angle, il faut prendre en compte les limites planétaires et le fait qu'on est en ressources limitées, et donc il faut repenser nos schémas parce que le driver principal, ça va plus être le PIB, mais ça va être faire en sorte que nos modèles de demain d'entreprise ils soient compatibles et ils permettent d'aller vers une économie qui respecte les limites planétaires et qui s'inscrit dedans et qui est positive et non pas modèle extractif et productiviste comme on l'a principalement. Donc, voilà, donc ça c'était un peu mes réflexions. Donc je commençais à avoir une grosse dissonance cognitive quand même entre ce que je faisais au quotidien et ça. Donc je me suis engagée à titre perso dans une asso que j'ai cofondée pour justement les salariés en entreprise qui veulent pousser les sujets écologiques au sein de leurs entreprises, qui veulent faire évoluer les modèles et pousser donc c'est un modèle syndicat écologique qui existe toujours, qui s'est développé entre-temps. Sa mission, c'est comment on peut aider en tant que tierce partie des salariés à transformer leur entreprise. C'est un syndicat en fait, donc le syndicat qui est historiquement pour protéger donc les intérêts des salariés et défendre les intérêts des salariés. On a fait ça, mais en disant le but principal de ce syndicat, c'est de pousser les sujets environnementaux par les salariés au sein des entreprises, avec l'idée que t'as un représentant syndical. T'as un représentant syndical qui va récolter en fait tous les parce qu'il y a beaucoup en fait en entreprise, et moi quand j'étais dans ces sujets je me suis rendu compte aussi, y compris dans des entreprises très traditionnelles comme celle où j'étais, il y a beaucoup de salariés qui se posent des questions, qui voient des choses, qui se disent tiens on pourrait faire telle chose, pousser je sais pas mettre un nouveau modèle de génération d'énergie dans mon usine, mais effectivement le ROI de ce projet là il est un peu plus long que si je faisais le truc tradi. Mais je pense que sur le long terme c'est intéressant. Où ils voient des aberrations du genre on se source pour cette matière première dans tel pays, le truc du coup il fait des kilomètres et en fait c'est une histoire de 2 centimes sur le différence de matière première, mais comme on est uniquement drivé par le prix, on se pose pas la question de l'impact écologique et donc c'est quand même dommage. Donc il y a vraiment des gens qui ont ces réflexions au quotidien, mais il manque d'une structure un peu pour les aider à faire émerger ces problématiques-là et puis leur donner un poids en fait collectif. Et donc c'est tout l'intérêt d'un syndicat, parce que le représentant syndical est le seul habilité en fait à représenter les salariés au sein devant la direction. Et donc voilà, l'idée c'était de le faire sous l'an de... Ça s'appelle Printemps écologique. Donc, tu peux aller, Ok, j'irai voir. Voilà. Et donc ça m'occupait pas mal, mais entre-temps, je voulais quand même que mon job au quotidien, lui aussi, soit aligné avec les convictions que je m'étais forgées, qui étaient, il est possible en fait de faire différemment un business différent qui prend en compte l'environnement, le social et qui est aussi performant d'un point de vue économique, financier. Et moi, alors j'ai pas dit, mais je viens d'un milieu aussi très agricole, donc mon père est agriculteur, j'ai beaucoup de familles dans le secteur agricole, donc j'ai vu aussi beaucoup de modèles différents de comment on fait de l'agriculture, intensif, bio, conservation des sols, il y a beaucoup de questionnements dans ce milieu-là, et donc j'ai été un peu nourrie par ça. Et donc j'avais cette conviction que, j'avais l'envie aussi de faire quelque chose dans le domaine agricole et de l'alimentation. Et parce que aussi quand on s'intéresse aux enjeux environnementaux, on voit rapidement que l'alimentation c'est un problème aujourd'hui. C'est une grosse partie des émissions carbone. Et sur ces émissions carbone, c'est un tiers des émissions carbone. Et sur ce un tiers, c'est principalement l'amont agricole. Donc c'est la façon dont on fait les aliments, comment on produit, donc l'agriculture qui est responsable des émissions.
plus les enjeux sur la biodiversité qu'on connaît, effondrement des insectes volants en Europe, érosion des sols qui fait que d'ici 2050, 70% des sols vont être inutilisables d'un point de vue production. Donc voilà, donc l'alimentation, elle concentre tous ces enjeux-là, les gros problèmes, et en même temps, et c'est ce que j'ai découvert aussi par mes lectures et mes rencontres, on a développé aujourd'hui d'autres façons de faire de l'agriculture, ce que on regroupe sous le nom d'agriculture régénérative, qui font une solution, qui font de l'agriculture une solution. Et qui sont capables de produire à grande échelle, de nourrir la planète, mais tout en produisant différemment. Donc exit la façon industrielle qu'on a de produire, qui étaient justement les modèles que je voyais plutôt chez Roulier. Donc pour moi, ça a été un peu le déclic de me dire waouh, c'est quand même, on a là une solution à portée de main, ultra intéressante, et donc il faut l'amener, il faut lui trouver une voie j'ai envie de travailler là-dedans. Voilà, c'était mon point de départ. Et puis après, j'ai rencontré mes associés, et c'est comme ça. Comment ça s'est fait ces rencontres? Alors c'est vraiment des trucs un peu de la vie où tu rencontres quelqu'un qui te parle de quelqu'un et tu vas prendre un café avec ce quelqu'un qui était en l'occurrence Christian et qui lui est entrepreneur pour le coup depuis toujours, qui avait l'envie de faire quelque chose dans l'alimentation, dans l'impact. Et donc on a commencé à parler parce que moi je lui ai raconté un peu ces trucs-là et donc ça a eu un peu ce truc. On peut peut-être faire un truc ensemble. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'est comme ça qu'Omi est né. Est-ce que tu peux, en 2-3 phrases, avant qu'on lâche Omi quelques minutes pour qu'on parle du marché, nous pitcher mieux que ce que moi j'ai fait. Omi, c'est quoi sa mission? Aller un peu plus loin pour expliquer le projet que la courte description que j'ai pu faire dans l'introduction. Ouais. Omi, en quelques mots, c'est la première marque alimentaire en agriculture régénérative qui fait donc de l'alimentation une solution face aux enjeux climatiques et sociaux. En tant que marque alimentaire, on adresse l'amont agricole, donc on s'intéresse à la façon dont on produit et on accompagne la transition agricole. Et on s'intéresse à l'aval, c'est-à-dire qu'on accompagne les consommateurs pour manger différemment, manger mieux, et on le fait avec un service qui doit rendre facile en fait le mieux consommé. Parce que ce qu'on se dit, c'est pas au consommateur de porter tout le poids, de devoir où est-ce que je dois acheter le meilleur truc, faire 10 000 magasins. On veut lui apporter les bons produits, donc très bons en termes de goût. C'est avant tout c'est des produits alimentaires, donc on fait des recettes. C'est pas de la chimie justement, c'est de la cuisine. On les amène avec un service de qualité aux consommateurs. Donc en ligne, au démarrage, on s'est créé comme une entreprise en ligne, donc t'achètes sur notre site ou l'application. Et aujourd'hui, on est aussi distribué en magasin pour justement être le plus accessible possible à tous nos consommateurs. Et c'est une marque en fait qui se veut marque repère dans un monde où c'est ultra compliqué, il faut scanner tous les produits pour savoir est-ce que c'est bien fait, t'as des dilemmes tous les jours entre est-ce que j'achète ce truc-là qui est bio mais sous plastique et qui vient de je sais pas où, ou cette marque-là qui a l'air sympa mais quand même le prix je comprends pas. Voilà, donc on essaie de résoudre ces dilemmes de tous les jours du consommateur avec une marque horizontale qui couvre tous les besoins. Un besoin, un produit, il n'y a pas 10 000 différentes variations pour un besoin, mais quand même avec une idée un peu de goût, d'originalité. Et voilà, simplicité de gamme, tu as tous les besoins, c'est une seule marque qui s'appelle Omi, et on t'apporte toute la transparence sur comment c'est fait, qui gagne quoi sur le prix que tu achètes, que ton pot de 3 €, combien gagne le producteur, combien gagne le fabricant, combien gagne Omi. Voilà. Et ça, c'est vrai que sur le site, je vous invite, chers auditeurs, à vous rendre sur le site d'Omi, puisque c'est très bien expliqué. On voit de façon schématique le prix, j'ai en tête, je crois, c'est un bocal, ou je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a la décomposition et on sait exactement dans le prix payé ce qui revient à l'agriculteur qui a produit les graines de je sais pas quoi, de moutarde qui vont dedans. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est la meilleure version de chaque produit, d'un point de vue environnement, social et goût. C'est ça la promesse. Ok, merci pour cette précision. On va revenir dessus un peu plus tard. Avant ça, on va parler du marché. Tu as commencé à l'évoquer. C'est la rencontre entre les besoins des consommateurs et la réalité écologique de la production de matières premières pour produire les aliments que vous faites se rencontrer. Moi, je voudrais qu'on parle du marché, de l'alimentation générale, comment tu le vois, et puis qu'on puisse évoquer aussi, et je l'ai commencé à le dire en introduction, les enjeux économiques qui viennent se greffer de façon peut-être plus forte aujourd'hui sur le budget des consommateurs. Comment, toi, tu perçois un peu ce marché ? Est-ce que tu as d'ailleurs des chiffres pour nous ? Est-ce que c'est du bio, c'est pas du bio ? Comment
voilà, le marché en général, c'est quoi ? Oui, global, le marché de l'épicerie en France, c'est 35 milliards d'euros. Les produits bio aujourd'hui, c'est une portion en plus un petit peu en décroissance en ce moment, qui est entre 6 et 7% de cette consommation-là. Et les surfaces cultivées, c'est moins de 10% en bio aujourd'hui en France. Et alors, comment on le perçoit ? Je pense qu'il y a eu cet effet, effectivement, Covid, où les sujets environnement sont devenus de plus en plus présents chez les consommateurs et se sont retrouvés, c'est dans leur choix d'alimentation, le côté, est-ce que c'est un bon produit bien fait, sont devenus plus importants. En ce moment, le fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'inflation fait que les gens ont perdu du pouvoir d'achat et ça s'est retrouvé, ça pénalise aujourd'hui le secteur bio. Secteur bio qui est traditionnellement plus cher que le traditionnel, je ne sais pas comment le qualifier, mais conventionnel. Le conventionnel, oui, le non bio, quoi. Ouais, alors oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'inflation, elle a été beaucoup plus forte dans les produits justement dits conventionnels que bio, notamment parce que en bio on utilise moins d'intrants chimiques, il y a moins de pétrole aussi pour les machines, etc. Donc il y a eu un peu un rattrapage en fait. Donc l'écart il s'est réduit. Et d'ailleurs sur les légumes, fruits et légumes, des fois, les produits bio étaient même moins chers, sont même moins chers actuellement. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la baisse du secteur bio, donc il y a un sujet prix évident avec l'inflation, mais il y a aussi un sujet un peu de défiance. En fait, les consommateurs, quand on regarde un peu les études, la remise en cause du bio, c'est aussi la non-compréhension de cette différence de prix, justement, de la valeur qu'il y a derrière. Et parce qu'en fait, il y a eu aussi des dérives dans le secteur bio, notamment du bio qui vient d'on ne sait pas où, il n'y a pas de transparence sur les origines. Et finalement, une promesse qui était pas parce que compréhensible. bio, en fait, ça peut être bio cultivé selon des critères bio qui sont dans un pays qui respecte pas les normes sociales. Exactement. Ouais. Et puis, il y a tout le trajet pour apporter le produit. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le bio, c'est un label et c'est une obligation de moyens. Donc, les moyens sont sur les pesticides, la non-utilisation de pesticides. C'est pas une obligation de résultat et ça prend pas le cahier des charges bio. Après, il y a des produits bio qui le prennent en compte. Ça prend pas en d'autres éléments comme biodiversité, le cycle de l'eau, etc. Ce que nous, en fait, chez OMI, on fait via le Planet Score, qui est une notation qui va au-delà du cahier des charges bio et qui prend en compte justement ces aspects biodiversité, climat, etc. Et bien-être animal également. Du coup... Il y a une lecture compliquée des consommateurs de ce qui est le bio, donc cette défiance qui arrive en disant on me dit que c'est bio, mais j'entends dire que ce ne l'est pas. C'est une façon de faire payer plus cher, alors qu'en fait derrière il n'y a pas... Et donc c'est ultra dommageable pour effectivement ceux qui font bien le bio, parce qu'il y a effectivement des acteurs historiques, et la bio historiquement, c'était l'état d'esprit, c'était vraiment avoir une solution environnementale globale, y compris en prenant en compte l'impact sur l'eau, sur le climat, sur la biodiversité, etc. Mais il y a eu cette dérive du bio là, avec un bio industriel qui est effectivement pas celui qu'on a envie de voir. Donc ça c'est... Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est malgré cette défiance-là et la perte de vitesse du bio, il y a une croissance sur les catégories typées sans, donc les sans pesticides, sans ingrédients ultra transformés, sans alcool, sans antibio. Voilà, sans antibio, exactement. Donc ce qui montre en fait qu'il y a chez les consommateurs une inquiétude sur la façon dont c'est produit. Et ça, c'est une tendance de fond. Ça fait les produits sans, ils ont fait plus 6% au même moment où le bio lui-même descendait de 6%. Donc c'est intéressant de voir ça. Et justement, nous, c'est ce qu'on adresse avec notre gamme, parce qu'on répond exactement à ces sujets. Donc les inquiétudes consommateurs, ce qui les fait pencher pour des produits dits durables, ça va être perception du local, donc produits en France, localement, des filières courtes, sans ingrédients bizarres, ultra transformés, etc., sans pesticides potentiellement, et pas forcément, en fait, ils vont plus faire, c'est vraiment ça qu'ils ont en tête quand ils veulent acheter durable, plus que bio ou pas bio. Ok, donc là, les consommateurs continuent d'évoluer. En fait, ils deviennent de plus en plus matures. On ne peut plus leur raconter n'importe quoi. Oui, c'est ça. On doit prouver, en fait, on doit prouver la valeur, en fait, qu'il y a derrière le produit, derrière un prix, en fait. Et quelque part, quand il y a un doute, ils préfèrent rester sur du conventionnel. Ouais. C'est un peu ça l'histoire. Oui. Le marché de l'alimentaire, c'est l'offre et la demande. Dans l'offre aujourd'hui, globalement, on voit que ça évolue dans le bon sens, selon toi, et puis derrière, la question, c'est celle de la capacité à produire suffisamment pour nourrir la planète.
avec des moyens qui sont plus respectueux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose de tenable? Est-ce qu'on aura l'offre suffisante? Ah oui, alors d'un point de vue offre, il n'y a vraiment pas de problème à avoir. Nous, à notre échelle, évidemment, on a les volumes qu'on a aujourd'hui, mais nous, on sait qu'on peut produire. Il n'y a pas de problème. Mais de façon globale, si demain on devait nourrir l'ensemble de la France, ne serait-ce que l'ensemble de la France, avec que des produits respectueux, selon les critères d'OMI, on en reparlera tout à l'heure en détail, qui respectent la planète, on arriverait? Oui, alors pas le jour même, c'est-à-dire il y a une notion de transition, mais évidemment, s'il y avait un accompagnement, parce qu'après il y a une question de politique publique, c'est un accompagnement des politiques publiques et de modèles de subvention qui aujourd'hui, il y a un modèle, la PAC c'est un modèle de subvention, l'agriculture française est subventionnée, l'agriculture intensive principalement, donc il y a quelques critères écologiques, mais qui sont pas du tout au niveau de ce qu'on devrait attendre, mais si tout cet argent-là, qui est quand même une façon de dire quel modèle agricole on veut, aller vers des pratiques dites régénératives ou bio-agroécologiques, alors oui, il n'y aurait aucun problème à produire en quantité suffisante. Tu parles de l'Europe, de la PAC, effectivement, dans le marché, il y a l'offre, la demande et il y a le régulateur. Alors là, est-ce que c'est un régulateur? Je ne sais pas, mais il y a les États qui sont là au travers de l'Europe et au travers des États nationaux, qui viennent influencer la production de denrées alimentaires, tu viens de le préciser. Qu'est-ce qui existe pour favoriser les initiatives respectueuses, plus que la PAC, tu vois, puisque tu viens de le dire, la PAC, c'est d'abord l'agriculture intensive. Il y a une prime à la conversion quand on passe en biologique, mais qui est sans doute pas suffisante, parce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques phénomènes aussi de déconversion parfois, parce que quand on a des... En fait, c'est tout le système qu'il faut repenser, parce qu'il faudrait aussi un système d'assurance qui soit adapté aussi à potentielle perte de rendement quand je change de pratique, etc. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a effectivement, donc la PAC va pousser HVE, qui est une qualification en fait de pratique agricole, mais qui est pas très élevée en exigence environnementale. Donc il y a dedans planter des haies, mettre des jachères, faire un peu plus de rotation, mais ça va pas assez loin par rapport à ce qu'on voudrait, par rapport aux recommandations du GIEC d'ailleurs, parce que le GIEC dans son dernier rapport a vraiment fait de l'agriculture aussi une solution en mettant en avant les pratiques agroécologiques. Et donc aujourd'hui on n'y est pas encore du tout au niveau politique publique en France et en Europe. Mais qu'est-ce qui existe? Rien en fait aujourd'hui? Non, il y a ces aides à la conversion bio. Non mais voilà, c'est non, c'est pas. Donc, et en fait, il n'y a pas de rémunération. On va dire des services écosystémiques que rendent une exploitation qui a des pratiques plus durables. On n'est pas rémunéré pour ça. Donc on est rémunéré aujourd'hui sur l'ingrédient qu'on produit et la quantité qu'on fait, donc une notion de volume, quoi. Ok, d'où la mission aussi d'OMI d'aller directement en contact des producteurs, de voir avec eux comment ils peuvent améliorer leur production. C'est une super transition pour parler d'OMI. Peut-être que pour commencer, on va prendre le début de la chaîne de valeur et aller chez le producteur. Comment ça se passe chez OMI? C'était quoi l'idée originelle de se dire... Je me souviens de Christian qui donnait l'exemple de production de, je sais plus quoi, de gâteaux en Bretagne avec du blé qui avait été produit. Avec des algues qui remplacent les intrants chimiques. Ce qui est intéressant, pour bien comprendre en fait le concept d'OMI, je pense, c'est d'aller à la base, à la source. Et peut-être commence à nous expliquer un peu le fonctionnement par ça. Oui, c'est intéressant parce que je pense que c'est effectivement une spécificité chez nous. Nous, dès le démarrage, on avait notre première recrue, c'était un ingénieur agro, qui est toujours là, donc Thibaut, et qui a maintenant une équipe d'ingénieurs agro, dont le rôle, c'est d'aller sur le terrain, donc d'identifier les partenaires, donc les producteurs avec qui on veut travailler, donc producteurs sur tous les ingrédients dont nous on a besoin, et de les accompagner et faire évoluer leurs pratiques agricoles vers le régénératif. Comment on les identifie? Alors, c'est en entrant dans des réseaux aussi. Nous, on travaille beaucoup avec des associations, notamment PADV pour une agriculture du vivant, qui depuis 20 ans est une asso qui accompagne justement la transition bio-agroécologique. Donc, eux, ils ont un réseau aussi. Donc, grâce à elle, vous allez identifier des producteurs, je sais pas, de blé, je sais pas de quoi vous avez besoin potentiellement, mais oui, à peu près tout, tous les ingrédients. Et alors ça, c'est la première façon d'entrer en relation. Et la deuxième, c'est à
travers nos fabricants. Parce que les fabricants ont eux-mêmes leurs producteurs et leurs fournisseurs, donc agriculteurs. Donc vous êtes mis en relation par un moyen ou un autre. Ouais. Vous allez rencontrer. On les rencontre, voilà, on rencontre absolument tous les producteurs. Et on fait au démarrage un diagnostic agricole, donc pour comprendre où ils en sont dans leur chemin de transition agricole. Et ça, pareil, on se fait accompagner par des experts pour le faire. On utilise notamment l'indice de régénération, qui est la méthode développée par PADV, qui note sur différents aspects. Développé par PADV, donc pour une agriculture du vivant, Ouais. qui est l'association avec laquelle Ouais. on travaille, entre autres, et qui a développé cette méthode qui est très complète sur les pratiques agricoles. Donc, justement, qu'est-ce que je fais en termes de couverts végétaux, combien de fois je passe dans les champs, combien de quantité d'intrants chimiques je mets ou je mets pas. Voilà, c'est assez exhaustif sur les pratiques. Et ça permet de donner une notation qui permet aussi de comparer d'ailleurs les exploitations les unes avec les autres. Et ça, c'est le point de départ. Et à partir de ce point de départ-là, donc nous, la condition de base pour travailler avec les agris, c'est qu'ils aient envie aussi déjà d'évoluer vers du mieux et qu'ils soient aussi ouverts avec nos pratiques de transparence, parce que c'est aussi fondamental pour nous. Et donc voilà, on établit des feuilles de route de progrès, donc sur 1 an, sur 3 ans. Et nous, on se donne rendez-vous. Donc on les visite à minima 2 fois par an pour regarder où ils en sont, et on organise aussi tout un écosystème autour de ça. Parce qu'après l'audit, en fait, il y a des recommandations de changement Oui, qui c'est sont préconisées. Ouais. Et vous allez veiller à ce qu'elles soient appliquées. Qu'elles soient appliquées, exactement. Et La tout contrepartie l'intérêt... pour l'agriculteur, c'est quoi? Des volumes d'achat? C'est un prix juste? C'est ça, ouais. Donc, alors déjà mise en avant, c'est-à-dire nous, on reconnaît leur travail, on valorise en fait ce travail-là d'agriculture régénérative, et on fait un prix juste. Donc ça, c'est aussi fondamental aussi chez OMI, c'est de s'assurer que avec le prix qu'on paye, c'est suffisant pour vivre dignement de son travail. Comment on fait ça? Alors, c'est assez complexe, hein, et c'est en constante amélioration, parce que, alors déjà de même, des fois, ils n'ont pas une connaissance parfois très précise en fait de leur PNL, quoi, de savoir exactement où sont leurs coûts, etc. Donc c'est aussi en s'appuyant sur des groupements. Donc typiquement sur le lait, on l'a travaillé avec un groupement qui fait ça avec un système d'audit. On a regardé les factures, voilà. Donc ça, on essaie de le faire. Et c'est vous qui proposez le prix? Ou comment alors ça c'est fonctionne? une discussion, quoi. C'est une discussion. Voilà, eux ils proposent leur prix, et puis oui, généralement nous, en fait, on veut comprendre. L'enjeu pour nous, c'est de comprendre en fait comment nos prix sont par construction. C'est vraiment comprendre derrière c'est quoi votre structure de coût qui justifie un prix donné. Et après, bien sûr, en prenant en compte quand même le marché, l'évolution du marché, voilà, normalement, quoi. Et sachant que on n'est pas toujours en direct avec Zagri, évidemment, parce que nous, on travaille avec des fabricants, donc nos produits sont transformés au sens où voilà, ils sont cuisinés par des fabricants des usines, donc c'est eux aussi qui achètent leurs matières premières auprès des agris. Sauf que nous, on demande d'avoir cette transparence auprès des fabricants, de savoir combien ils achètent auprès de leurs producteurs. Donc ça, c'est assez... Parce que je comprenne bien. On parlait du producteur. Ouais. Le producteur, vous allez lui dire, OK, moi j'ai envie de travailler avec toi, et c'est tel fabricant, c'est-à-dire celui qui va transformer la matière première en un produit fini, que tu vas les livrer. Oui. Et lui va te l'acheter à tel prix. Ça, c'est un modèle. Et il y a un autre modèle qui consiste à aller voir les fabricants et de leur demander avec qui ils travaillent et vous assurer que leurs fournisseurs ils respectent notre cahier des charges, quoi. Okay. Oui, c'est ça. Et c'est aussi souvent ça que l'autre, hein. Enfin, les deux, parce que on travaille aussi avec des fabricants qui, généralement, sont dans une démarche aussi assez engagée d'un point de vue de ce qu'ils font et comment ils achètent. Et là, il y en a suffisamment en nombre, en capacité sur le territoire français? Ah oui, mais oui. En France, on a énormément d'entreprises de taille intermédiaire qui sont des fabricants. On a un réseau de fabricants qui est vraiment très important en France. Autant la partie distribution est très concentrée, autant la partie production, elle est plus éclatée. Les fabricants, de la même façon que pour les producteurs, pardon, vous allez les rencontrer, vous négociez un prix juste avec eux aussi? Oui, bien sûr. Donc il y a une notion de prix juste. Donc c'est évidemment nous la différence, c'est qu'on a plusieurs cycles tarifaires par an. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de l'évolution des matières premières, on leur permet de rediscuter des prix. Ça peut être à la hausse comme à la baisse. Et après, comme ça nous permet nous d'expliquer aussi et de repasser ces baisses au conso. J'imagine qu'il y a plutôt des hausses que des baisses, non? Ouais, alors il y a des baisses aussi. Là, on en a eu quelques-unes au dernier cycle tarifaire. Donc c'est quand même dans les deux sens. Donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est évidemment c'est la base. Le producteur, vous les
contrôlé, enfin il y a un cahier des charges qui est partagé avec l'aide d'experts. Comment ça fonctionne avec les fabricants? C'est pareil? C'est la même méthodologie? Oui, c'est pareil. On a un cahier des charges et on a une charte d'engagement initiale. Donc tout le monde, tous ceux à qui on décide de travailler signent cette charte. C'est un engagement moral initial de bien faire. Et puis après, c'est un cahier des charges de production et nous, de sourcing, de traçabilité surtout. Donc de savoir d'où vient chacun des ingrédients qu'ils mettent et que nous, on puisse justement aller vérifier la filière derrière pour s'assurer qu'elle répond à notre cahier des charges. Dans les produits OMI que vous vendez, toutes les matières premières ne peuvent pas être présentes sur le territoire français. Je pense par exemple au chocolat, au cacao. Il n'y en a pas sur le territoire français, il doit en exister d'autres. Oui. Comment vous faites pour vous sourcer et comment vous faites pour contrôler plus loin du territoire français finalement les producteurs étrangers. Produits qu'on dit tout ce qui est exotique. Nous, on a fait le choix dès le départ de s'appuyer sur des réseaux existants, donc des acteurs qui font du commerce équitable depuis toujours, parce qu'effectivement, on n'a pas les capacités d'aller sur place, que ce soit épices, chocolat. Donc, on s'appuie sur, pour le coup, la certification commerce équitable et très souvent bio, d'ailleurs, parce que ça apporte aussi cette certification-là. Et c'est notamment avec AgroSourcing, qui fait ça depuis 30 ans, qui a développé des filières locales et qui est un partenaire de confiance pour nous, dont on sait que le niveau d'exigence est similaire au nôtre. Ok. Je fais une petite coupure sur l'aspect production, fabrication. Je crois qu'on a compris comment ça fonctionnait. Avant de parler de la distribution, de la vente, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est l'engagement, enfin la certification Bicorp et pour vous, ce que ça a imposé? Parce que quand j'ai eu Christian il y a 2 ans, il n'y avait pas encore la certification Bicorp. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça, être une entreprise à impact? Et comment ça se mesure? Parce qu'après, derrière, je voudrais qu'on parle de l'ensemble des critères pour mesurer ce que ça veut dire d'empreinte carbone et tout ça. Oui, Bicorp, donc c'est une certification qui vient des États-Unis initialement. Donc c'est indépendant. C'était des entrepreneurs qui justement à l'époque avaient cette vision de se dire une entreprise doit pouvoir un impact positif, pas que donc c'est les 3 P, People, Profit, Planet, donc mettre les 3 au même niveau. Et avec un niveau d'exigence important. Et donc c'est un système, on passe pour être Bicorp, donc il faut déjà mettre dans ses statuts une petite phrase qui indique que justement on est ça, on est un business qui met au même niveau ces 3 enjeux. Et ensuite il faut passer un audit, donc fait par Bicorp eux-mêmes qui viennent auditer. Donc on répond à un long questionnaire et en fait c'est basé sur la preuve. Donc on répond à une question donc sur différents critères. Donc il va y avoir la gouvernance, la façon dont on traite les parties prenantes. Donc ça va être justement les clients, les fournisseurs, les employés. Donc plusieurs grosses catégories sur lesquelles il y a des questionnaires, on répond et on apporte la preuve. Donc si on dit que on a une politique d'achat responsable par exemple, il faut le prouver en montrant des factures, une charte. Voilà, donc chaque chose doit être vraiment prouvée et du coup on obtient une notation. Et à la fin, si on atteint le seuil qu'il faut pour être Bicorp, on est Bicorp. Et le truc intéressant, c'est qu'il faut montrer, donc c'est tous les 3 ans la certification. Et l'idée, c'est de montrer, pareil, qu'on s'améliore à chaque fois. Donc donc on peut rester Bicorp si on s'améliore pas, mais c'est quand même c'est un peu pas sous-entendu, mais on attend qu'une entreprise Bicorp elle montre une amélioration chaque année. Et pour nous c'est un peu une boîte à outils quoi. On regarde justement comment on peut s'améliorer, on regarde notre note sur chacun des critères et on se dit là on n'est peut-être pas très bon, on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire Ça représente un vrai investissement pour l'entreprise de se faire certifier Bicorp. Je pense que ça dépend je veux dire, pas que financier. Oui, de temps. C'est sûr que c'est du temps. Et alors, dans une entreprise comme nous, qui est encore une petite entreprise, et surtout qui avait un peu... Donne-nous des notions de taille de l'entreprise. Juste pour quand tu dis... nous, tu vois, donc la première année, full opération l'année dernière, on a fait 1,2 million de chiffre d'affaires, on va faire plus du double cette année. Donc ça reste... Et on avait 20 personnes l'année dernière, on est un peu plus de 40 maintenant. Merci. Voilà, donc c'est ça, taille d'entreprise. Et donc c'est surtout nous on a une culture en fait depuis le début, comme on a cette culture de transparence et de traçabilité,
on reporte, en fait, on a des informations, beaucoup de data surtout. Et donc pour nous, c'était pas très dur de montrer qu'on fait ceci, cela, parce que naturellement, on a tendance à consigner beaucoup ce genre de choses. Et puis, plus tu as d'activité, plus c'est long, quoi, parce que chaque chose demande d'être auditée. Donc je pense qu'une très grosse entreprise qui est pas du tout... Et surtout, oui, voilà, c'est ça. Surtout, nous, on est nativement Bicorp, donc on s'est tout de suite pensé pour être une entreprise à impact. Mais une entreprise qui ne l'est pas du tout et donc qui veut le devenir. Entreprise à impact, l'impact, ça veut dire quoi et comment tu le mesures? Alors, il y a il y a différentes notions sur l'impact. Donc, tu as les sujets environnement, impact sur le climat. Donc là tu as évidemment ton bilan carbone, combien toi, en tant qu'entreprise, tu génères de carbone, mais qui est un prisme, une façon de regarder. Et puis, il y a l'impact du business model. Est-ce que plus tu vends de produits, plus tu as Nous, l'impact positif qu'on mesure, c'est plus on vend de produits, plus on a un impact positif. Pourquoi ? Parce qu'on favorise des pratiques agricoles qui vont stocker du carbone plutôt qu'en émettre, recréer de la biodiversité plutôt que la détruire. Et ça, on le mesure chez nous via le Planet Score. C'est vraiment le Planet Score. Ouais, vas-y, détail. Planet Score, c'est une notation environnementale développée par un institut. Qui est universel, enfin je veux dire, c'est quelque chose global. Voilà, donc c'est développé par l'ITAB, qui est un institut indépendant, qui est basé sur, à la base, une méthode ACV, donc analyse du cycle de vie carbone, basée sur la méthode Agribalis, qui est celle de l'ADEME. Et en plus de ça, il rajoute des critères sur biodiversité, bien-être animal, et c'est à l'échelle d'un produit. Donc en fait, à l'échelle d'un produit, pour nous, je sais pas, une sauce tomate, on va regarder sur le Planet Score, va regarder tous les ingrédients. Il va regarder l'ingrédient tomate, l'ingrédient oignon s'il y a de l'oignon, etc. Et pour chacun, il va mesurer en fait sur ces critères-là, donc l'ACV, faire l'impact carbone, plus les sujets biodiversité, climat, etc. Et ça, à la fin, ça donne une note globale, donc ABCD, qui mesure en fait l'impact vraiment, donc pour le coup impact au sens global du produit. Donc le produit qu'on achète, qui est le mieux, qui est noté quelque part, ça veut dire qu'il y a le plus fort impact, il y a un impact régénératif sur la planète. Oui, alors... c'est ça qu'il faut comprendre ou pas ? Oui, alors le Planet Score ne va pas dire régénératif parce que derrière, on ne sait pas mesurer, par exemple, exactement combien de carbone tu as stocké dans le sol. Par contre, tu sais de façon... Enfin, il y a des méthodes pour le calculer, mais c'est assez complexe et c'est pas fait de façon systématique. Par contre, on sait qu'effectivement, quand tu couvres un sol plutôt que le labourer, en fait, le carbone va rester dans le sol plutôt que d'être émis dans l'atmosphère. Mais tu ne sais pas le mesurer au sens très concret, au sens bilan carbone, justement. Mais quand tu dis, par exemple, que finalement, plus on vend de produits, plus on répare quelque part, je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, c'est ça, on régénère. On régénère. Ça veut dire que les producteurs qui respectent ça font du bien à la terre. Ah bah oui. Mais c'est un concept qui est nouveau, je pense, pour beaucoup de gens dans leurs oreilles. C'est pour ça que quand je dis l'agriculture peut devenir une solution, en fait, aujourd'hui, en agriculture intensive, les sols, ils sont morts, par exemple. Donc des sols qu'on est obligé de les perfuser, justement, avec des engrais, parce qu'il n'y a plus de vie dedans. Donc il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus tout ça. Parce que justement, d'une part, on laboure les sols, donc on retourne les sols, donc tu détruis le système racinaire, le système mycorhizien, donc tout ce qui est champignons, etc. Et c'est ces micro-organismes là qui, en dégradant justement les couverts végétaux, permettent d'enfoncer le carbone dans les sols et d'avoir un sol qui est plein de nutriments en fait, qui donc en retour va nourrir les plantes naturellement, etc. Et avec aussi des impacts sur le cycle de l'eau, parce qu'un sol où il y a des racines profondes, il va permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Et donc d'avoir, on a beaucoup parlé là des problèmes d'eau. En fait, c'est aussi parce que on a des méthodes agricoles qui ont rasé les arbres, qui fait qu'il y a plus d'arbres dans les champs, qu'il y a juste une seule culture, que plusieurs mois dans l'année le sol il est découvert, donc il est à nu, et du coup l'eau elle s'écoule dessus, elle n'arrive pas à rentrer en profondeur et aller recharger une nappe phréatique. Donc en fait c'est vraiment tous ces aspects-là qui, en fonction de la façon dont on fait l'agriculture, soit on a un impact positif parce qu'on favorise ces phénomènes naturels, en fait, on va dans ce sens-là, ou à l'inverse, on empêche ces phénomènes naturels-là d'avoir lieu. Alors, je vais revenir sur la question que je t'ai posée tout à l'heure. Sur un champ d'une même surface, qui est en culture intensive, va produire, je dis n'importe quoi, un rendement de 10. Le passé... je pense que ça prend des années, ça se fait pas ça prend quelques années. Ça se fait pas en un coup. À une agriculture régénérative, au bout de quelques années qu'il faut attendre, on est sur un rendement de combien ? On n'est pas à 10, on est à moins. Tu vas potentiellement baisser les premières années en rendement.
Mais à terme, tu peux retrouver le même niveau ou quasiment. Parce qu'en fait, mais c'est a priori quand même un peu en dessous. Il n'y a pas de certitude. En fait, pour le coup, il y a des modèles où on voit qu'on arrive... parce qu'en fait, il faut aussi réfléchir d'un modèle où là, l'environnement, il change. Donc, avec les effets du réchauffement climatique sont vraiment visibles. Et donc, tu vas avoir de plus en plus de phénomènes extrêmes. Et un champ en régénératif, parce que tu vas avoir différents types de cultures. Tu vas mixer de différentes plantes, différentes de céréales. Ça veut dire quoi, mixer? C'est-à-dire que tu alternes d'une année sur l'autre ou ça veut dire que tu... Oui, alors tu alternes plus rapidement et puis même des fois au sein d'une même parcelle, tu vas pouvoir mettre 2 types de cultures différentes, voire tu vas mettre par exemple des arbres et en dessous une culture et donc tu as des interactions aussi en même temps de différentes de plantations. Et donc ça rend les champs plus résilients face à des phénomènes extrêmes, typés sécheresse, typés inondation, typés tout ça, ou typés maladie. Et on sait qu'avec le réchauffement, vient plus de maladies aussi, parce que les climats changent, donc il y a de nouveaux types de maladies qui arrivent là où avant on les avait pas. Et donc en fait, c'est vraiment réfléchir en termes de risque et écosystème. C'est pas juste le rendement à un instant T, c'est en fait, si je prends sur plusieurs années et tous mes risques climatiques qui créent ces effets-là, est-ce qu'à la fin, j'ai produit plus ou moins? D'un point de vue économique, parce que c'est lié à ça aussi, je reprends l'exemple de la parcelle en intensif qui produit 10. Au bout de quelques années, on va dire qu'elle arrive à nouveau à produire 10. Les 10 en intensif, je dis n'importe quoi, ça coûte 100 et la PAC en apporte 40. Je ne sais pas quels c'est les... Ouais. C'est quoi le rapport de l'autre côté? Ça coûte 100 aussi, 120, 80, et quelles sont les aides auxquelles l'agriculteur a le droit? Alors, tu vas avoir si on parle CAPEX, OPEX, tu vas avoir un investissement initial, parce que potentiellement tu vas devoir changer de machine, avoir justement un truc sans labour, c'est une autre machine, etc. Donc tu as un investissement initial, et ça c'est un vrai coup pour les agriculteurs qui justifie que des fois ils n'arrivent pas à passer tout de suite le truc. Par contre, en OPEX, donc en coût opérationnel d'avoir ton exploitation, tu vas baisser tes coûts parce que tu vas faire moins de passages de tracteurs dans les champs, vu que tu laboures pas. Tu vas réduire les intrants chimiques, voire les supprimer à terme. Donc ça, et une grosse partie de l'inflation était justifiée par l'augmentation du prix d'intrants chimiques qui est liée à celle de l'énergie. Et on sait que, a priori, dans les prochaines années, l'énergie va pas diminuer. Donc en fait, en OPEX, tu réduis tes coûts opérationnels. Et une fois que tu as atteint cet équilibre, du coup, tu es repassé sur un modèle où tu arrives à une production qui est la même que ce que tu avais avant, du coup, tu as une meilleure rentabilité économique. Sans compter toutes les externalités positives que ton exploitation a. Bien sûr. Et par contre, ce qui est important, et pour pas avoir une vision effectivement naïve de ce truc-là, c'est ces périodes de transition, comment tu les finances et comment tu assures les risques. Parce que, en fait, des fois, tu vas tester des choses. C'est important de savoir aussi que en agriculture, il faut beaucoup tester, itérer. Qu'on est en train d'apprendre beaucoup sur ces nouveaux modèles, de savoir ce qui marche pas, en fonction des terrains, de où t'es, de la météo. Enfin, vraiment, donc il faut. C'est pour ça que ça met plusieurs années parce qu'il faut tester ce truc-là. C'est quoi la durée moyenne, ou je sais pas s'il y en a d'ailleurs, mais enfin, on compte en quoi? C'est 2, 3, 4, 10 ans? Ça peut être entre 3 à 5 ans, quoi. Ça dépend vraiment des circonstances. Les investissements qui sont faits, après on va passer sur l'autre sujet, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment le début de la chaîne et c'est clé. Les investissements, il faut changer de machine. Pourquoi il faut changer de machine? Et les investissements, on peut comment dire, le mot m'échappe, mais les compter sur plusieurs années, ça va me revenir. Les répartir. En fait, pourquoi tu changes de machine? Donc, par exemple... C'est pas des tracteurs qui polluent moins? C'est quoi? Non, c'est vraiment différents types de machines. Donc, par exemple, on a ce que ça s'appelle pour faire de la semence directe. Amortir, voilà, ça y est. Amortir, oui. Pour faire de la semence directe, donc c'est-à-dire quand tu laboures pas les sols, t'as besoin tu sèmes directement, donc tu vas semer sur un sol où il y a encore des végétaux. Et ça, en fait, pour semer, t'as besoin d'une machine différente qui est capable de gérer cette particularité-là. Donc, t'as des choses comme ça. Tu vas investir dans du stockage aussi différent, des semoirs, enfin voilà, il y a donc vraiment... t'adaptes l'outil industriel et de production, il n'existe aucune aide là-dessus? Non, et d'ailleurs, à l'occasion, je pourrais aussi parler de ce sujet-là, mais on a un autre projet parallèle qui va justement permettre d'adresser ce sujet de financement agricole. Il n'y a pas d'aide aujourd'hui là-dessus, et normalement, c'est aussi le rôle des coopératives, donc les coopératives qui achètent, des coopératives d'agriculteurs,
qui justement permettent d'agréger les besoins et d'investir et qui ont des capacités d'investissement plus importantes. Mais des fois, elles n'ont pas ces capacités d'investissement-là, ou des fois parce que en fait, tous les agris de la coopérative sont pas sur de l'agriculture justement, enfin, ils sont sur du conventionnel et ils n'ont pas la volonté d'aller sur du régénératif. Du coup, il n'y a pas d'investissement fait. Et l'agriculteur, lui tout seul, il n'est pas en mesure de faire ces investissements-là qui sont quand même conséquents. Donc il y a un vrai sujet de financement aujourd'hui de la transition. Dernière question quand même sur l'agriculture, c'est la dernière. Est-ce qu'il y a des zones en France qui sont plus réceptives à ce type d'agriculture ou alors c'est assez hétérogène et un peu partout on trouve? On en trouve partout. Nous, on travaille avec des agris vraiment dans quasiment toutes les régions, je pense. Après, c'est vrai que historiquement, il y a des grandes régions très intensives, le nord de France, la Beauce, etc. Mais ça ne veut pas dire que dans ces régions-là, il n'y a pas aussi des agris qui se posent des questions et qui font différemment. Très bien, alors merci pour ça. Je voudrais qu'on parle maintenant de la distribution. Comment vous y êtes pris, comment vous vous y prenez. Aujourd'hui, il n'y a plus uniquement le canal de vente e-commerce qui existe, il y a aussi des épiceries qui vendent. Donc comment la distribution s'organise, l'outil que vous avez en place. Là, je me trouve, quand on enregistre dans les bureaux à Montreuil, où il y a encore une petite zone de stock, mais elle ne sert plus aujourd'hui que sur des échantillons, on va dire. C'est externalisé. Comment tout ça fonctionne et puis ensuite, pour aller sur les plans futurs d'OMI, vous avez levé 15 millions il n'y a pas très longtemps. Cet argent, à quoi il va servir? Voilà, 2 questions, distribution, plan futur. Distribution, donc nous on s'est créé comme une boîte DNVB, donc en ligne, mais en fait très rapidement on a commencé à être distribué parce qu'on a été contacté, en l'occurrence c'était Mon Marché, donc du groupe Grand Frais, qui avait un nouveau concept et il cherchait une épicerie et du coup c'est comme ça qu'on est rentré aussi dans le modèle de distribution. Donc aujourd'hui un client qui veut acheter OMI, il achète en direct sur notre site ou sur l'application, où il peut retrouver, si il est à Paris, il y a quelques magasins qui distribuent, et partout en France maintenant, effectivement, à travers des petites épiceries. Donc on est vraiment multicanal aujourd'hui en termes de distribution. C'est quoi la répartition en point de vente, ça reste minoritaire, j'imagine, c'est largement online. Alors non, en fait aujourd'hui, plus de la moitié de nos revenus c'est offline, et c'est les magasins, et c'est ce segment-là qui sur lequel on porte la croissance. D'accord. Parce que c'est une notion d'accessibilité et qu'il faut quand même avoir en tête que 90% des gens achètent leurs produits alimentaires en point de vente. Donc c'est le fait d'acheter ces produits alimentaires en ligne, c'est pas, pour plein de gens, c'est pas un réflexe, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire. Et puis voilà, les magasins, il y en a partout, donc ça fait sens aussi pour nous de se retrouver là où les clients ont envie qu'on soit. Et surtout l'omnicanalité, en fait, elle est doublement bénéfique parce que le panier moyen d'un client qui est les plus élevé quand on a plusieurs plans de vente, potentiellement il va acheter là où il trouve, et donc pour nous, c'est aussi plus de visibilité. La grande distribution dans cette affaire, elle rentre en ligne de compte à un moment ou à un autre. C'est des réflexions que vous avez à retrouver les produits OMI chez Carrefour, chez Monoprix, chez Franprix. Nous, oui. Enfin, alors on réfléchit à toutes les options parce qu'encore une fois, dans la notion d'être accessible au plus grand nombre, on peut pas se passer de la réflexion de est-ce que la grande distribution ou pas. Ce qui est important par contre pour nous, c'est de garder, de pas être un produit en rayon perdu, parce que il faut qu'on puisse justement expliquer ce travail-là, donc le côté régénératif. Et donc ce qu'on propose à ces magasins et qui a un bon écho, c'est justement tout un accompagnement pour en magasin avoir le corner dédié à l'alimentation régénérative, qui est une façon pour eux, en plus ils le voient très positivement parce que c'est un vrai relais de croissance, c'est quelque chose qui répond aux attentes des consommateurs et qui leur apporte une différenciation en magasin, et nous ça nous permet d'exprimer en fait tout ce qu'on a à dire sur le sujet alimentation. Il y a quand même des exemples, j'en ai surtout un en tête, qui fonctionne dans la grande distribution avec un discours qui est très fort, c'est qui veut être le patron. Donc, c'est qui le patron, pour le lait, les produits laitiers en général. Je crois que tout le monde sait ce que c'est que cette marque. Oui. Et elle est
au rayon lait, il y a toutes les marques de lait, dont celle-ci. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose vers lequel vous avez envie d'aller, en fait. Non, c'est intéressant, c'est qu'Il Patron, on les connaît bien et ça nous a beaucoup inspiré aussi initialement sur la partie justement construction de prix, en ajoutant nous l'angle vraiment environnement. Donc oui, ils ont réussi quelque chose de formidable, notamment sur le lait, pas sur tous les produits, mais le lait, c'est vrai que ça a super bien marché, de visibilité et de transparence. Et donc en fait, nous, effectivement, c'est un peu la même logique parce que comme on donne cette transparence-là sur le prix, ça nous permet aussi de trouver, de justifier pourquoi ce prix-là dans les magasins. Et donc, on est assez bien. Enfin, il y a une très bonne réception, effectivement, de ce message-là auprès des enseignes de distribution. Donc un jour ou l'autre, ça va finir par arriver dans les grandes enseignes de distribution, vos produits. Oui, certainement. En tout cas, pour les clients, ça serait, je pense, une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on est par exemple chez Potager City, donc qui est une enseigne du groupe Carrefour, qui est justement sur les sujets locaux, bons produits. Et nous, on fait toute l'épicerie chez eux. Donc l'avantage de la marque Omi, c'est que on couvre plein de besoins. On est une marque vraiment Combien de horizontale. références d'ailleurs? On a 230 références aujourd'hui, qui couvrent vraiment tous les moments de consommation. Et en fait, ça pour une épicerie ou un distributeur, c'est super parce qu'il y a une cohérence de gamme. En fait, ils ont un seul interlocuteur qui leur apporte toute une gamme de produits. Qui vient en complément de ce qu'ils vendent par ailleurs, là en l'occurrence chez Potager City. Ouais, qui est le frais. Et donc là, toute la gamme est apportée en une fois. Donc ça veut dire aussi moins de complications, moins de fournisseurs à gérer. Et ça veut dire une marque forte qui a quand même ce lien conso, parce qu'on est vu quand même, nous on a ce lien direct avec nos consommateurs. Donc on apporte aussi ces insights clients qui sont intéressants. Et on a tout un accompagnement sur comment mettre en valeur nos produits, comment les vendre, comment répondre à ces attentes-là du consommateur sur la traçabilité, sur l'engagement, sur l'environnement. Donc c'est assez unique en fait pour les distributeurs d'avoir ça. Super transition vers justement la prise de parole. On le voit bien, on l'entend bien dans les propos que tu nous tiens. Il y a un discours à porter, des explications à porter, que ce soit à la fois auprès des retailers, mais aussi et avant tout auprès des consommateurs. Comment on fait pour passer un message de transformation, de changement des habitudes ou d'explication? Comment on prend la parole? Comment on organise cette relation avec ses consommateurs? Oui. Alors, nous, on est très effectivement dans la pédagogie. On produit beaucoup de contenu assez sur ce qu'on fait. On met en avant nos producteurs, nos transformateurs. On a un lien assez fréquent avec nos clients qui sont assez demandeurs justement de ce contenu-là. Donc, on est évidemment présent sur les réseaux, mais on envoie aussi via des newsletters, via de la production de contenu. On va aller aussi de plus en plus vers la vidéo. On fait des vidéos à la rencontre de nos producteurs, de nos fabricants, etc. Donc, et on en est capable, et ça aussi c'est notre unicité, c'est parce qu'on a, nous, ce lien direct avec les producteurs et les fabricants, et une relation de confiance aussi qui fait que si ils nous invitent à venir voir aussi chez eux, et on est capable de faire ce contenu-là. Et ça, on l'amène au conso, justement. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement amené à faire un mini-reportage sur un producteur ou un fabricant pour le rendre compte, apporter la preuve finalement visuelle de comment ça fonctionne. Ouais, exactement. Et on voit que les consommateurs, ils sont avides en fait de connaître les dessous de leur alimentation en fait. Et ça, nous, on est capable de le faire. En termes de CRM, ou en termes de CRM, de data, vous avez c'est quelque chose qui est clé chez vous? Ah oui, on a tous les trucs classiques, onboarding des clients, on les suit en fonction de leur moment de consommation, dans le temps. Comment vous faites avec ceux qui sont offline? Alors, les offline, effectivement, c'est impossible d'avoir... Mais il y a une stratégie de prise de parole différente vis-à-vis d'eux que vis-à-vis des clients online? Oui, forcément, parce que offline, ça va être, du coup, c'est comment le produit est présenté. Donc, et typiquement, c'est pour ça que là, on a reformulé, on a retravaillé sur nos packaging pour faire apparaître le Planet Score sur le packaging. Donc, et avec le QR code qui est aussi sur le packaging, qui peut scanner pour avoir toutes les informations, fiches produits, mais le Planet Score très visible qui donne en un coup d'œil le côté justement preuve, et avec de la PLV, donc du mobilier magasin, qui explique aussi avec des super visuels où on voit la grille, on voit le champ, etc., qui explique justement tout ça. Donc c'est beaucoup plus du visuel et du physique aussi, parce que forcément il est en magasin. Vous arrivez à voir s'il y a
si certains clients offline passent online, c'est encore compliqué, difficile à dire. On a des occurrences, parfois, des clients qui vont nous dire « Ah oui, je vous ai vu dans tel magasin ». Mais ça, c'est difficile à mesurer. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Et je pense que, malgré tout, c'est des clientèles assez différentes, a priori. Et justement, à propos de clientèle, c'est qui le client type ou les clients types des produits Omi? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde ou géographiquement, est-ce que c'est plutôt des urbains ou pas Alors, c'est principalement des femmes quand même. Je pense que ça, c'est le fait que c'est encore malheureusement beaucoup les femmes qui font les cours, donc 70%. Entre 30 et 45 ans, pas mal, de cet âge-là. Et souvent, d'ailleurs, c'est premier enfant, ou alors pas forcément des familles, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de familles, donc un enfant ou deux enfants. Et par contre, répartis assez urbain, mais pas que. C'est-à-dire, c'est assez bien réparti en France, grandes villes et plus villes moyennes. Donc en fait, c'est pas tant Paris, finalement. Il y a Paris, mais c'est peut-être 20% en Paris, région parisienne. Et le reste, c'est un peu toute France. Merci. Je viens de me rendre compte qu'il y a une question que j'ai commencé à aborder, mais j'ai pas la réponse. C'est quoi les projets ? C'est quoi la suite d'Omi ? Je l'indiquais, là, les 15 millions d'euros, ils vont permettre de financer des choses. C'est quoi la suite de l'histoire ? Ouais. La suite de l'histoire, c'est justement, nous, on veut devenir la référence du bien manger en France, donc être connu dans tous les foyers. Donc il y a un vrai investissement sur les sujets de communication. On a fait une campagne télé cette année et on va accompagner un peu donc, tout ce discours-là de communication pure. Et puis c'est vraiment accessibilité, donc être dans de plus en plus de magasins. Donc vraiment le segment des épiceries qu'on accompagne avec, là on ouvre un service pro aussi, donc une plateforme de commande en ligne pro, donc pour les professionnels, pour faciliter justement la prise de commande, et également grande enseigne pour pouvoir être présent aussi sur tout le territoire. Donc ça, c'est le plan stratégique sur les prochaines années. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'international pour l'instant. Alors, pas là dans l'immédiat, on va dire prochains 18 mois, mais à terme, oui, l'idée c'est quand même qu'on pourra répliquer ce modèle-là en Europe. Ok. Écoute, Joséphine, merci pour toutes ces explications, cette conversation de grande qualité, je pense que comme moi, beaucoup d'auditeurs auront appris des choses durant cet entretien. Si on veut te contacter, c'est LinkedIn le meilleur des moyens ? Ouais, LinkedIn. Ouais. Sinon, vous allez sur Omi, vous tapez Omi dans Google et puis vous arriverez tout de suite sur le site où vous téléchargez l'app. Merci à vous tous qui écoutez. Vous êtes toujours aussi nombreux et merci pour les messages que vous m'envoyez de soutien. Merci à Comexposium avec le one-to-one retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir, Joséphine. Au revoir.